De mon point de vue, l'école française a voulu se transformer et faire en sorte qu'on ait le maximum d'élèves, qu'est le bac, sans changer la manière dont on allait apprendre et travailler. Ce qui fait qu'on a énormément d'inégalités. Et en fait, l'école française, là où elle est très très bonne, c'est pour former ses élites. On est dans une des écoles où les enfants ont le moins confiance en eux. Parce que j'aime bien donner ce chiffre, on est quand même classé 62e sur 65 des pays de l'OCDE sur la confiance en soi des élèves, dans leur capacité à réussir. Comment est-ce qu'on fait pour réussir à l'école si on n'a pas confiance en soi ? La capacité à se dire, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, c'est le chemin qui est le plus important. Quand on va valoriser ce genre de choses, on va se dire, oui, j'ai pas réussi tout de suite, mais je vais y arriver. Et si l'école ne préparait plus les enfants au monde qui les attend, et si ce que nous appelons encore réussite n'avait encore rien à voir aujourd'hui avec ce qui les rendra heureux, utiles ou libres demain ? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une femme qui a décidé de se poser ces questions-là. Solène Boquillon-Le Goisius, c'est une ancienne DRH, vous allez le voir, devenue entrepreneur, qui a fait des soft skills, ces compétences humaines, qu'on appelle parfois compétences du 21e siècle. Son combat, sa spécialité et surtout sa pédagogie. Formée en RH, passée par de grands groupes internationaux, elle a constaté que dans beaucoup d'entreprises, ce ne sont plus forcément les diplômes qui font la différence, mais surtout la créativité, la capacité à coopérer, à apprendre en continu, à gérer son stress et à accueillir la complexité. Alors pourquoi l'école, elle, continue-t-elle à classer, à trier, à enseigner comme si tout le monde ne changeait pas ? Pourquoi les émotions, l'écoute, la confiance sont-elles encore si peu présentes dans les programmes ? Et surtout, comment faire autrement ? Comment former des jeunes capables de s'adapter mais sans s'épuiser, de penser librement mais sans arrogance, d'agir mais avec sens ? On va parler dans cet épisode, vous allez le voir, de sens bien sûr, mais de limites aussi, de ces blocages, des possibles. On va parler d'inégalité, d'orientation, d'attention, de citoyenneté et même de la joie d'apprendre, parce que oui, on peut apprendre avec joie. Et on va le faire avec cette même conviction partagée, celle que l'éducation peut et doit être un levier de transformation du monde. Merci d'être là avec nous. Bienvenue sur 20 sur 20 et bonne écoute. Merci Solène d'être parmi nous. Merci de l'invitation. C'est un immense plaisir de vous recevoir. Vous cartonnez sur LinkedIn et sur les autres réseaux sociaux depuis des mois maintenant et vous êtes aussi, en dehors de votre rôle public dont on va parler dans un instant, maman de 3 garçons, je crois, c'est ça ? Avec option jumeaux. Avec option jumeaux. J'adore. Avec option jumeaux. Quel regard, on va démarrer tout de suite dans le vif du sujet, quel regard vous portez sur ce qu'ils vivent, vos enfants, aujourd'hui à l'école ? En fait, je pense, le regard que je porte aujourd'hui, c'est une très grande inégalité. Moi, j'ai de la chance d'être dans un secteur, je suis dans le 92, où on a un super enseignement. Mon fils aîné est au collège. D'accord. Des fois, j'ai l'impression qu'il est dans un collège privé, limite chez les jésuites, tellement c'est cadré, strict, tellement les enseignants aussi sont d'une qualité irréprochable. Et c'est vrai que quand je rencontre les enseignants dans ce collège-là et que je me dis, mais comment ça se passe à 3-4 kilomètres, je me dis que ça ne doit pas du tout être la même chose. Et donc voilà, je me dis que mes enfants ont de la chance de pouvoir être dans une école de la République qui fonctionne, mais que ce n'est pas la même chose et qu'il y a beaucoup trop d'inégalités d'une école à une autre, d'un collège ou d'un lycée à un autre et d'une ville à une autre. Vous avez travaillé, je l'ai dit en introduction, dans une grande entreprise, notamment où les soft skills comptaient parfois plus que les diplômes, en tout cas, voire même plus, une entreprise anglo-néerlandaise qui recrutait principalement sur tous les jobs qui étaient non techniques, uniquement sur les soft skills et qui, après un processus d'entretien, vous disait, on a des jobs au marketing, au RH, à la finance ou à la logistique, par quoi voulez-vous démarrer votre carrière ? On pouvait choisir son job en fonction des compétences qu'on démontrait dans les entretiens. Oui, en fait, il y avait 3 critères qui étaient la persévérance, la volonté d'aboutir. Est-ce que je vais au bout des choses ? D'accord. La capacité à collaborer et à s'adapter avec les autres. Et question d'analyse et de synthèse, comment je traite un sujet, je le prends et je le décortique. Et l'entreprise partait du principe que quand on avait ces 3 attributs, on pouvait faire n'importe quel métier. Est-ce que c'est ce que vous pensez aussi maintenant ? Oui, je le pense, puisque je l'ai vu. Ça s'adapte à l'école, en tout cas ? Comment ça, en tout cas, ça a changé votre vision de voir l'école aujourd'hui ? En fait, ça a changé ma vision
sur le fait que, de mon point de vue, l'école française a voulu se transformer et faire en sorte qu'on ait le maximum d'élèves, qu'est le bac, sans changer la manière dont on allait apprendre et travailler. Ce qui fait qu'on a énormément d'inégalités. Et en fait, l'école française, là où elle est très, très bonne, c'est pour former ses élites. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on a autant de médailles Fields, donc de champions des mathématiques en France, et qu'aujourd'hui, on est classé avant-dernier des pays de l'Europe sur le niveau en mathématiques des élèves français. Donc ça... pour moi, il y a une inégalité qui est principalement faite à cause de la méthodologie et à cause du fait qu'on ne met pas en avant ces fameuses compétences socio-comportementales et qu'on est dans une des écoles où les enfants ont le moins confiance en eux. Parce que j'aime bien donner ce chiffre, on est quand même classé 62e sur 65 des pays de l'OCDE sur la confiance en soi des élèves dans leur capacité à réussir. Ça pique. Donc, comment est-ce qu'on fait pour réussir à l'école si on n'a pas confiance en soi ? Bien sûr. Alors justement, est-ce que c'est ce chiffre-là, peut-être, qui a été votre premier choc éducatif ? Qu'est-ce qui, en tout cas, vous a fait dire « il faut que je m'engage » ? Je pense que moi, ce qui m'a fait dire qu'il faut que je m'engage, c'est que je ne suis pas ce qu'on appelle une bonne élève d'après les principes de l'école française. D'accord. J'ai redoublé ma 4e parce que j'étais pas bonne en maths et en sciences physiques. Ma prof principale, c'était ma prof de mathématiques. Elle a dit à mes parents, Solène n'est pas assez bonne en maths pour pouvoir prétendre à une filière généraliste, donc on va la faire redoubler. À côté de ça, cette année-là, donc de 4e, j'avais lu tous les Rougon-Macquart. Et j'étais très bonne en histoire-géographie et j'étais très bonne en français, en rédaction, etc. Et donc, je trouvais que c'était une injustice pas possible. Parce que j'étais pas bonne dans une matière, il fallait me faire redoubler. Et donc, et ça n'a rien changé, puisqu'en fait, j'ai redoublé, mais j'ai toujours eu la même note en mathématiques. Parce que comme cette professeure avait dit à mes parents, Solène est nulle, en fait, moi, dans ma tête, et donc ça, c'est la compétence, le growth mindset, dont on pourra parler plus tard, que j'essaye de développer chez les élèves. Mais du coup, j'ai toujours choisi mes matières. Et donc, au bac, j'ai eu 6 en mathématiques, mais par contre, j'ai eu 16 en économie, option sciences politiques, parce que ça me passionnait. Et en fait, quand je suis arrivée dans le monde de l'entreprise, j'ai très vite vu que le fait que j'ai été moyenne, ce n'était pas un problème. J'ai excellé dans un certain nombre de compétences. Et dans cette entreprise internationale anglo-néerlandaise, qui était à l'époque la première entreprise du monde, puisque j'étais dans l'énergie, et c'était quand ce n'était pas la mode des données, des entreprises du numérique et des données qui étaient les premières, mais les entreprises de l'énergie, j'étais classée au potentiel dans cette entreprise. Et donc, en fait, je me suis dit, OK, il y a plein d'enfants qui pensent à l'âge adulte, qui sont nuls parce qu'ils restent dans leur modèle mental que leur a transmis l'école, qui nous met constamment dans des cases. Alors qu'en fait, j'arrive à avoir une carrière à l'international sans aucun problème et je m'épanouis. Et donc, j'ai aussi fondé Soft Kids parce que moi, j'ai pas envie que des enfants se disent « je suis nulle ». Parce qu'on est tous bons dans quelque chose. Alors justement, quels sont selon vous les 3 soft skills les plus vitales à transmettre aujourd'hui aux jeunes ? Le premier, c'est la confiance en soi et c'est un vrai problème de société en France puisque, autre chiffre, 80% des Français disent ne pas faire confiance aux autres. En moyenne, dans l'OCDE, c'est 57%. Ah oui. Et ça rejaillit, et il y a 2 économistes français qui travaillent sur le sujet, qui sont Yann Algan et Élise Huillery, ça rejaillit sur toute la société française et sur notre économie et notre PIB. Parce qu'en fait, quand on n'a pas confiance en soi, on n'a pas confiance dans les autres, on n'a pas confiance dans la société, on n'a pas confiance dans l'avenir. Ouais. Et du coup, on se retrouve en entreprise avec des organisations très, très managériales, où il faut reporter. On a 40 et 50 ans et on a encore notre chef qui va nous dire tu fais ci, tu fais ça, tu fais attention à tes horaires, etc. Mais comme si on était des enfants. Ouais. Et en fait, ce modèle organisationnel qui est ancré en France parce qu'on n'a pas assez confiance en nous et en les autres, fait que ça impacte aussi notre productivité. Donc en fait, il y a tout un
un cheminement à faire pour changer la manière dont on nous met dans les cases et dont on enseigne. Et en fait, pour prendre confiance en soi, il faut avoir conscience de ses acquis, mais aussi avoir conscience de ce qui nous reste à faire. Or, dans notre manière d'enseigner en France, on ne va regarder que les acquis et on ne va valoriser que ceux qui réussissent du premier coup. Et donc, c'est là où on est très bon à faire des élites, parce qu'en fait, on va valoriser ceux qui ont des facilités, et ceux qui ne réussissent pas du premier coup, on ne va pas leur dire qu'il y a tout un chemin pour y arriver. Et ça, j'en reviens à cette compétence, le growth mindset, que j'ai découvert en 2006, quand je suis arrivée dans cette entreprise anglo-néerlandaise. Ah, c'était déjà un truc à ce moment-là ? En fait, on avait 12 compétences qu'on devait développer, donc, qui allaient de l'esprit critique, de la capacité à aller voir ce qui se faisait ailleurs. Et il y avait le growth mindset que j'ai découvert. Donc, j'ai vu growth mindset, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc ? Donc, le growth mindset, ça a été théorisé par Carol Dweck, qui est une psychologue américaine qui travaille à Stanford, il y a 30 ans, et qui se dit quelle est la différence entre un élève qui se dit « Oh, chouette, un exercice de maths, je vais m'amuser, je vais tester, je vais essayer de résoudre des problèmes », et un élève qui se dit « Je ne vais jamais y arriver ». Donc ça, c'était moi en 4e. Et en fait, c'est la capacité à se dire « C'est en faisant des erreurs qu'on apprend, c'est le chemin qui est le plus important ». Et donc, quand on va valoriser ce genre de choses, on va se dire oui, j'ai pas réussi tout de suite, mais je vais y arriver. Ouais, bien sûr. Et moi, ce growth mindset, par exemple, ça m'a aidée. J'ai jamais été très bonne en anglais. J'ai réussi à avoir une carrière à l'international. C'est une manière de voir les choses, quelque part. C'est la manière dont on va voir les choses et dont on va valoriser l'apprentissage plus que valoriser tout le temps le résultat. C'est intéressant ce que vous dites. Aujourd'hui, à l'école, dans l'université, dans le parcours d'un élève, on en est où justement de l'intégration de ces compétences humaines, de ces soft skills au cœur du projet pédagogique français ? Alors, on va dire que c'est distillé dans les programmes à droite à gauche. Mais ce qui est extrêmement rageant pour une personne comme moi qui travaille sur ces problématiques-là, c'est que développer le growth mindset, développer les soft skills, etc., ce sont des préconisations du Conseil scientifique de l'éducation nationale depuis plusieurs années. En 2021, il y a eu un énorme colloque qui s'appelle « Être professeur au XXIe siècle », qui, en termes de compte-rendu et de résultats, a dit qu'il fallait absolument intégrer ces compétences-là et dans la formation des enseignants et dans les programmes. Le growth mindset est nommé pour réduire les inégalités et remettre un petit peu d'ascenseur social. D'accord. Et en fait, sur le terrain, rien n'est fait. C'est quand même fou et c'est d'ailleurs assez paradoxal parce qu'on parle effectivement dans les médias, vous êtes la première à le faire, de soft skills, d'esprit critique, d'intelligence émotionnelle, de toutes ces compétences dont vous nous parlez depuis le début de l'épisode. Dans les faits, ce sont encore les mathématiques, les diplômes qui structurent les parcours. On continue à survaloriser les savoirs académiques. Mais en fait, et techniques. C'est parce qu'on reste toujours sur ce socle commun, lire, écrire, compter. Et on en a besoin. Il faut savoir lire, écrire, compter. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Ouais. Néanmoins, ce qu'on sait, c'est que pour savoir lire, écrire et compter, il faut savoir avoir confiance en soi, savoir accueillir et gérer ses émotions et savoir persévérer. Et ça, c'est des choses qu'on n'enseigne pas assez. Alors, il y a toujours quelques enseignants qui sont très curieux, etc., et qui vont faire ce genre de choses. Mais ce n'est pas la majorité. Et en plus, quand on n'est pas formé pour... comment le faire ? Je veux dire, on est aussi un des pays de l'OCDE qui a le moins d'heures de formation par an pour les enseignants. Et sur les soft skills, est-ce qu'il existe aujourd'hui une formation pour les enseignants ? Alors, normalement, ça a été intégré dans la formation des enseignants à la rentrée dernière. D'accord. Dans les faits, je ne sais pas si c'est effectif. Ouais. Il y a encore peut-être un peu de travail à faire là-dessus, d'autant plus que beaucoup pensent que les soft skills ne sont pas forcément évaluables, donc peu légitimes à l'école. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de les évaluer ? Pourquoi vouloir tout le temps évaluer ?
J'adore. Enfin, pour moi, c'est bien se connaître. Quel est le besoin de dire à la fin de l'année, lui, il a très confiance en lui et lui, il n'a pas confiance en lui. Enfin, l'idée, c'est de pouvoir observer, de savoir où on en est, d'avoir de la méthodologie. J'en ai pas parlé, mais je pense qu'au-delà de la confiance en soi, la compétence du 21e siècle, c'est quand même apprendre à apprendre et apprendre à désapprendre. Et en fait, on en est toujours à dire aux élèves, oui, apprends par cœur. J'ai vu quelques enseignants qui commençaient à faire des mind maps, etc., pour aider. Mais en fait, depuis des décennies, on apprend à l'école avec la manière la moins efficace, d'après les études scientifiques, qui est de l'apprentissage par cœur, qui n'est pas un apprentissage qui va permettre d'avoir un socle solide de connaissances après. Parce qu'en fait, on va apprendre sur un moment T, et puis 3 mois après, on ne s'en rappelle plus, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que justement l'école, dans sa forme actuelle, c'est un lieu propice au développement du savoir, en tout cas du savoir-être, du savoir-vivre, de la confiance en soi et de la confiance en l'autre? En fait, un des sujets, c'est que les soft skills, généralement, ils s'apprennent à la maison avec les parents. Mais on n'a pas tous les mêmes parents, on n'a pas tous la même famille. Et donc, moi, je pense qu'il faudrait des programmes pour le développement des soft skills prioritairement dans les écoles où il y a le plus de problématiques. Et d'ailleurs, nous, on est lauréat d'un appel à manifestation d'intérêt réforme de la forme scolaire pour les décrocheurs sur cette partie transmission des compétences psychosociales, puisqu'à l'éducation nationale, on n'appelle pas ça soft skills, on appelle ça compétences psychosociales. Parce que la recherche scientifique montre que quand on est issu des milieux défavorisés et qu'on développe ces soft skills, on gagne en moyenne 5 mois d'école en plus. C'est comme si on avait fait 5 mois d'école supplémentaire. C'est énorme. Donc ça, c'est des études qui ont été faites au Canada sur des enfants issus des milieux défavorisés. Et donc, c'est pour ça qu'il faut absolument, dans ces milieux défavorisés où les parents ne vont pas forcément avoir cette transmission de la confiance en soi, de la persévérance, de savoir accueillir ses émotions. Il y a pas mal d'études aussi qui ont été faites entre le lien entre les émotions et le niveau en mathématiques. L'OCDE travaille depuis maintenant 6 ans sur les compétences psychosociales. Ils ont fait d'énormes enquêtes internationales sur la corrélation entre réussite académique et développement des soft skills. Et toutes les recherches montrent que plus on les développe, meilleure est la réussite scolaire. Donc, il faut absolument le faire. C'est QFD. Voilà. Quelle différence aujourd'hui vous faites justement entre enseigner et faire grandir? Est-ce que l'école française, elle est encore dans la bonne posture? Non, moi je pense que l'école française, elle a énormément du mal à se transformer. Mais bon, d'une manière générale, on a un énorme sujet d'accompagnement au changement en France. On pense que parce qu'on va envoyer un mail, qu'on va faire des circulaires, tout va changer. Mais non, en fait... je suis désolée, c'est vrai que l'État, ce n'est pas une grande entreprise, mais quand on est dans des entreprises, on accompagne les gens au changement, on leur explique ce qui va se passer, on leur explique que ça va être difficile au début, qu'ils vont être choqués, qu'il va y avoir une espèce de courbe du deuil par rapport à la manière dont ils travaillaient avant et que maintenant, il va falloir changer. Et voilà, on accompagne, on écoute. Là, en fait, on est là à faire et défaire, à avoir... des réformes, des circulaires, et puis allez-y. Je vais prendre un exemple tout simple. On nous a annoncé que les mathématiques allaient être faites avec la méthode Singapour. Oui. Moi, mes jumeaux, ils sont en CP, ils n'ont pas eu la méthode Singapour, parce que je ne vois pas comment on pourrait faire une méthode Singapour si on ne forme pas les enseignants à cette méthode-là. Expliquez peut-être en 2 mots à nos auditeurs ce que c'est que la méthode. Donc, la méthode Singapour, c'est une méthode différente pour apprendre les mathématiques, qui va être une méthode avec... des objets, des petits carrés, on va manipuler. Il va y avoir aussi les mains et tout ce qui est psychomoteur. C'est assez surprenant d'ailleurs. On voit les enfants bouger leurs mains, faire des calculs. Tout ce qui va être psychomoteur va être aussi mis en place. Et en fait, c'est vrai que la méthode Singapour a d'excellents résultats pour le niveau mathématique. Donc en fait, en 2024, on s'est dit « super, on va faire la méthode Singapour, comme ça on va augmenter les résultats en mathématiques ». Donc, il y a eu une circulaire, les enseignants l'ont reçue, mais en fait, si on n'a pas la formation et l'accompagnement derrière, ça ne peut pas fonctionner. Donc, je reviens toujours à
à comment est-ce qu'on fait en sorte que nos enseignants soient formés, accompagnés, et puis surtout valorisés dans leur travail au quotidien. On en demande trop aujourd'hui aux enseignants? Je pense, là, j'ai fait je faisais un post pour la fin de l'année scolaire sur LinkedIn, où je parlais du fait que, pour moi, c'est limite un scandale d'État. 4% des enseignants français se sentent valorisés dans leur travail. 4%. Mais qui laisserait ses collègues à 4% de valorisation? C'est des humains, il faut les soutenir, il faut les accompagner, il faut arrêter d'être tout le temps dans le jugement, ils ont trop de vacances et ils font pas assez, etc. C'est extrêmement dur. Moi, j'ai eu la chance d'être présidente d'une crèche parentale associative, donc c'est pas la même chose qu'être enseignant, mais de passer des journées entières en section. Je pense que les gens ne se rendent pas compte, ils s'en sont un petit peu rendus compte pendant la pandémie, quand ils avaient leurs enfants toute la journée. Mais qu'est-ce que c'est d'avoir 25, 30 enfants tout seul en classe, avec des niveaux très différents, disparates, qu'on doit accompagner ou on doit s'adapter. Mais là, quand je regardais la circulaire, donc j'ai lu dans l'intégralité la circulaire de la rentrée 2025, on est, alors c'est très très bien dans le bien-être des enfants, l'accompagnement pour la lutte contre le harcèlement, etc. Mais il n'y a pas un seul mot sur les enseignants. Et en fait, ils ont une liste, mais qui est énorme, de choses à faire pour que l'école de la République soit l'école de la République, mais qui ne peut pas être faite, de mon point de vue, si on ne se sent pas valorisé au quotidien dans son travail. Il y a trop sur les épaules, là. Ça commence à être un peu lourd. Voilà, je pense. Ouais. Tout ça, ça pose des questions évidentes et quelque part, évidemment, aussi sur... de manière générale, ce qu'est le système scolaire français, sur ce qu'il est en train de devenir. Et puis, au-delà des enfants, des jeunes enfants, il y a demain les jeunes adultes. À ce titre, vous dites dans l'un de vos derniers posts LinkedIn que Parcoursup est devenu une machine de tri, plus qu'un outil d'orientation. Vous n'êtes pas la seule à le penser. Mais en tout cas, vous le dites haut et fort. Si vous pouviez réinventer aujourd'hui cette plateforme, qu'est-ce que vous feriez? Alors, c'est pas tant... une machine de tri. Moi, mon problème, c'est qu'il y a un logiciel qui s'appelle Parcoursup. Et ce logiciel, on en a certainement besoin pour savoir qui va aller où, etc. Moi, à mon époque, c'était Ravel sur Minitel. Mais voilà, c'était... Est-ce que ça marchait à l'époque? Ça marchait très bien à l'époque. Bon. Et en fait, la seule chose que j'avais à faire, hormis pour ceux qui allaient dans des prépas où effectivement, il fallait remplir des dossiers comme tout le monde le fait aujourd'hui, je devais juste avoir le bac, et le bac, c'était le sésame pour arriver à la fac une semaine après le bac et m'inscrire. D'accord. Voilà, c'était comme ça que ça fonctionnait. Moi, aujourd'hui, ce que je dénonce, c'est l'impact anxiogène de Parcoursup et le fait que, au-delà du logiciel, qui fonctionne bien, on est en train... y a une petite musique dès l'entrée en seconde. Moi, j'ai pas encore d'enfants au lycée, mais toutes mes amies et les personnes de mon entourage qui ont des enfants au lycée me disent, dès la seconde, on a la réunion qui nous dit attention à Parcoursup, nanana. Dès la première, attention aux options. Ouais. Dès la terminale, attention, là, il faut avoir des super bonnes notes pour son dossier. Et donc, il y a une pression qui est mise sur l'ensemble de la famille, parce qu'en fait, quand on entend les parents parler, j'avais lu un article, il y avait un père qui disait « J'ai été obligée d'aller chez le psy tellement j'étais anxieux par le Parcoursup de mon enfant. » Donc, alors, c'est certainement, c'est un cas particulier, etc. N'empêche, je pense qu'il n'est pas le seul. Mais en fait, il y a énormément En fait, on a l'impression que toute la famille vit Parcoursup. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas eu l'impression que mes parents ont vécu un enfer quand je me suis inscrite et qu'il y a eu mon orientation. Et moi, ce que je dénonce, c'est cette petite musique qui voudrait dire aux élèves, dès la seconde, attention aux options que vous choisissez. Attention à vos notes, parce que là, vous êtes en train de jouer votre vie et votre avenir. Ouais. Et en fait, pour moi, c'est pas possible d'avoir ce discours-là dans un monde où la durée de vie des diplômes, elle est passée, des compétences acquises dans un diplôme, elle est passée de 30 ans dans les années 80 à 2 mois pour les compétences tech à 2 ans.
je faisais une table ronde là là. avec le président de Dauphine et le directeur de l'ESSEC. Et il disait, les élèves qui ont eu leur diplôme en septembre, là, il y a déjà 80% des compétences qui sont obsolètes sur tout ce qui est digital, etc. Donc, pourquoi est-ce on met dans la tête de nos enfants qui sont en train de jouer leur vie sur leur orientation, alors qu'on sait qu'en moyenne, d'après un très grand nombre d'études internationales et même France Travail, cette génération va faire entre 8 et 12 jobs différents, aura des fois un CDI avec un job de freelance en plus, et fera plein de choses différentes. Donc, moi, j'aimerais juste qu'on se détende un petit peu par rapport à ce sujet de l'orientation. On forme des élèves à des métiers qui n'existent pas encore. Vous en parlez très justement, Solène. Qui doit, en ce sens, porter la responsabilité de ce décalage ? Est-ce que c'est l'État ? Est-ce que c'est l'école ? Est-ce que c'est l'entreprise ? Les familles ? Moi, je pense que c'est tout le monde. Et d'une manière générale, le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de coéducation. Je pense qu'on a eu d'abord Vigipirate, où on a dit aux parents, vous ne pouvez plus rentrer dans les écoles. Oui. Et pareil pour tout ce qui est périscolaire et pour les activités associatives. Aujourd'hui, en fait, on ne peut même plus regarder nos enfants faire un cours de tennis ou de judo à cause de Vigipirate. Et on ne peut même plus parler avec les profs et les enseignants. Et puis après, il y a eu le Covid. On nous a encore dit on ne peut plus rentrer dans les classes. Et donc, moi, j'appelle ça le grand malentendu de la coéducation. Parce que quand vous regardez les enquêtes, donc par exemple sur la dernière enquête PISA, les proviseurs et directeurs d'école nous disent il y a 80% des parents qui ne prennent pas de nouvelles de la scolarité de leurs enfants. 80% ? Oui, 80% dans la dernière enquête PISA. C'est fou parce que j'étais persuadée que justement, et d'ailleurs souvent les enseignants s'en plaignent dans les médias en disant on n'en peut plus que les parents, les familles soient derrière notre dos, etc. etc. Non, en et fait, c'est l'inverse. Eux, ils disent que les parents ne prennent pas de manière proactive. D'accord. Donc c'est la proactivité C'est intéressant. qui est mise en cause des nouvelles de la scolarité de leurs enfants. Mais à côté de ça, les parents, eux, disent nous, on n'a pas l'impression qu'on est les bienvenus à l'école. Et donc, c'est là où je dis il y a un grand malentendu. Plus personne ne se parle et tout le monde se rejette la faute. Et puis après, on est dans ce grand débat, éducation versus instruction, c'est pas à moi de faire ça, etc. Mais à un moment donné, moi, je pense que tout ce qui concerne l'éducation, c'est du rôle de tout le monde. De l'État, de la société, des parents. On a tous une responsabilité. On a tous une responsabilité. On a tous la responsabilité de valoriser les enseignants, qu'on ait des enfants ou qu'on n'en ait pas. Ouais. Et on a tous la responsabilité d'échanger et de discuter pour que les enfants réussissent. Et après, en ce qui concerne les compétences, moi, je pense qu'à un moment, il va falloir peut-être se mettre autour de la table pour se dire... moi, je suis effarée par les vœux Parcoursup. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça n'a pas changé. Donc, moi, je suis bac 98. Les élèves... Donc, le premier choix sur la fac, c'est le droit. C'est exactement la même chose en 98. Donc, on a droit, médecine, veto. En fait, et tout est basé sur un monde qui, pour moi, est un monde d'hier. Aujourd'hui, on a besoin de data scientists. On a besoin d'énormément de personnes dans tout ce qui est care. Alors, tout ce qui est diplôme d'infirmier, c'est un petit peu toujours la même chose en termes de demande au niveau de Parcoursup. Mais il y a plein d'autres métiers. Ça va au-delà d'infirmier, on est d'accord ? Bien sûr. Et en fait, tout ce qui est... Alors, je ne sais pas si c'est au niveau de l'orientation où on ne propose pas les nouveaux métiers, mais on a l'impression que tous les nouveaux métiers ne sont pas adressés et tous les élèves s'inscrivent dans les mêmes filières pour faire les mêmes choses sur des métiers en très grande transformation. Ce qui fait sans doute qu'il y a des métiers en tension, notamment les métiers du digital, les métiers sur l'intelligence artificielle. Il y a quelques jours, c'est marrant parce que je parlais avec un expert de l'intelligence artificielle qui est l'un de mes chroniqueurs dans un autre média et qui me dit, tu sais,
OpenAI, donc la maison mère de ChatGPT, et Meta, la maison mère de Facebook, payent aujourd'hui un salaire annuel de 100 millions d'euros leurs ingénieurs en intelligence artificielle. Mais je vois me regarder en disant quoi ? C'est exactement ça. 100 millions d'euros, ingénieurs en intelligence artificielle. Alors, on est peut-être dans une bulle un peu spéculative qui fait que aujourd'hui, on est en train de perdre pied sur les salaires, mais il n'empêche que ce sont des métiers en tension, mais que ce sont aussi les métiers d'avenir. France Travail, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques mois seulement, disait 80% des métiers qui seront les métiers de nos enfants en 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Et à ce titre, vous avez aussi 24 000 formations sur Parcoursup. Un gamin, il n'a pas du tout le temps, ni les opportunités pour explorer ces 24 000 formations. On n'a peut-être aussi pas assez. Il vient d'où le problème ? C'est intéressant d'ailleurs. Est-ce que c'est un manque de professionnels qui viennent présenter leur métier aux jeunes ? Est-ce que c'est toujours les mêmes professionnels, ou en tout cas qui travaillent dans les mêmes domaines, qui viennent les voir ? Est-ce qu'il faut faire plus de stages en entreprise ? Est-ce que... Je pense qu'on est toujours dans... Alors c'est marrant parce que quand j'étais élue étudiante, donc moi j'étais élue étudiante au niveau national dans le parcours en supérieur, et donc j'ai été auditionnée par le Sénat sur la loi de modernisation des universités, qui est la première loi où on faisait venir un petit peu l'entreprise privée à l'université. Et en fait, on est toujours dans cette séparation où il est très difficile de faire venir le privé là, je voyais encore, je ne sais plus quel syndicat étudiant vent debout, parce que des élèves s'étaient exercés sur des tablettes Microsoft ou je ne sais pas quoi, et que donc non, Microsoft, c'est pas possible. Je veux dire, on peut avoir une entreprise qui essaye aussi de former des jeunes à des nouveautés parce qu'ils ont besoin de recruter et de créer des emplois derrière. Et en fait, à force de voir le mal partout, on voit le bien nulle part, quoi. Et on se retrouve à avoir des fissures comme ça. Et on ne veut pas que des univers différents se rencontrent, échangent, se côtoient, se connaissent. Pour moi, ça contribue au fait que on reste encore dans ce qu'on connaît, dans nos acquis, on s'accroche au passé et on ne va pas vers l'avenir. Ça, vous le voyez aussi dans l'écosystème EdTech ? Oui, c'est très compliqué pour toutes les entreprises EdTech de travailler avec l'éducation nationale. Moi, je rêve un jour d'aller faire une masterclass à l'éducation nationale. Pas forcément à l'éducation nationale, mais j'aimerais beaucoup échanger avec les syndicats d'enseignants, parce que moi, j'ai été dans les syndicats d'étudiantes, donc je les ai côtoyés pendant des années. Bon, c'était dans les débuts des années 2000, donc ça a changé. Mais moi, la tech en France, c'est un des secteurs les plus difficiles de la tech. On n'est pas des Amazon, on n'est pas des Jeff Bezos. La plupart du temps, en plus, c'est le secteur pour la tech scolaire où il y a le plus de femmes chefs d'entreprise, 45%. Souvent des femmes qui ne se payent pas pendant des années. Tout à fait. Et donc, en fait, je sais pas, il y a un espèce de biais inconscient qui projette quelque chose, comme quoi on est là pour faire des millions et pour se remplir les poches. Sur le dos de l'éducation nationale et de l'État. Sur le dos de l'éducation nationale et de l'État, et ce n'est pas du tout le cas. On est dans des secteurs d'activité qui sont très, très compliqués, où la rentabilité est très difficile à avoir, où il est difficile d'avoir des marchés. Et donc, pour moi, c'est un des secteurs de la tech le plus compliqué aujourd'hui en France. Vous y arrivez malgré tout chez SoftKids C'est très difficile. C'est très difficile d'avoir des clients. Il y a énormément de justifications qu'il faut donner. Juste le cahier des charges pour travailler avec l'éducation nationale en tant que ressource numérique éducative, il fait 300 pages. Donc, voilà, faut avoir les moyens. Il faut avoir les moyens et il faut en avoir vraiment, vraiment envie, quoi. Ouais. Si demain vous aviez la ministre de l'Éducation nationale en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez ?
Je lui dirais d'arrêter de faire une énorme pause là sur les programmes, etc. Et pour moi, la priorité numéro 1 aujourd'hui, c'est de réparer les enseignants. Je mettrai en place un numéro vert, je rajouterai des psychologues et en fait, je m'occuperai pendant une année uniquement des enseignants, quoi. C'est ce dont on a besoin aujourd'hui. On ne peut pas se dire que ça va bien se passer pour nos enfants, qui vont être accompagnés, etc., si on a des enseignants qui sont à bout. Et je crois, là, il y a des syndicats enseignants là, qui a sorti une enquête la semaine dernière. Je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est plus de 70% des enseignants de collège et de lycée qui ont pensé quitter l'éducation nationale les 2 dernières années. Est-ce que l'intelligence artificielle, TikTok, YouTube ont leur part de responsabilité face à ça? Est-ce que l'école peut-elle encore lutter contre ces plateformes? Oui, moi je pense qu'elle peut lutter si en fait les moyens pédagogiques sont changés. Ça me fait penser à... J'ai rencontré l'équipe innovation de Neoma. Ouais. En fait, leurs cours sont faits comme des séries Netflix avec des teasings des professeurs qui se mettent en scène. Il y a un teasing, je pense, qui est tapé Neoma School sur YouTube, le cours de data analyst. Mais en fait, on voit le teasing, on se dit, je veux le faire ce cours. Donc effectivement, c'est vrai que c'est très difficile parce que il faut être compétitif par rapport à toute cette formation. Mais aujourd'hui, on est sur une génération qui aime l'instantanéité, qui veut aller très très vite. Oui. C'est marrant, j'avais la discussion avec ma filleule qui, dans Parcoursup, me disait que elle, ce qui l'embête, c'est de se dire qu'elle doit aller faire des études pendant 3 à 5 ans pour apprendre quelque chose. À une ère où on apprend tout sur Internet. Voilà, elle me dit, mais moi, je veux apprendre, en quelques mois ou une année. Pourquoi est-ce que je dois faire 3 à 5 ans d'études pour apprendre quelque chose ? Et eux, en fait, ils vont prendre un tuto, ils vont regarder les infos, ils vont pas regarder le journal de 20 heures qui dure 30 minutes. Ils vont regarder Hugo Décrypte qui vous décrypte toute l'actualité en 3 minutes. Ouais. Et donc, leur dire, tu vas aller tous les jours et tu vas t'asseoir de 8h à 17h pour écouter des cours, je peux comprendre que pour un certain nombre d'entre eux, il y a une perte de sens. Et en fait, pour bien apprendre, il faut avoir du sens. Donc, à un moment, il y aura peut-être une réflexion à avoir sur cette méthodologie et sur peut-être s'adapter davantage. Alors, effectivement, en maternelle, en primaire, on est là pour apprendre les bases et il faut que ça reste les bases, mais à partir d'un certain niveau, d'un certain âge, peut-être au lycée, revoir peut-être un petit peu comment est-ce qu'on apprend et est-ce que le format de la classe avec un sachant et qui va transmettre son savoir fait toujours sens. Je n'ai pas la réponse, mais je pense qu'il faudra se questionner. Vous avez parlé tout à l'heure, juste après mon introduction, de la joie d'apprendre à l'école, la joie qu'on peut ressentir, avoir en étant parent d'élèves, en étant élève aussi, quand on aime ce qu'on apprend, quand on aime ce qu'on fait aussi. On parle beaucoup de la joie, du mot joie à l'école aujourd'hui ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je vais vous donner un exemple. Quand on a eu la réunion pour le passage en CP de mes jumeaux, les maîtresses ont dit, donc il y avait 3 maîtresses, surtout, ne leur dites pas « amuse-toi bien à l'école ». Ils sont là pour apprendre. C'est pas vrai. Si. Oh, mais c'est d'une violence énorme pour un enfant. Les enfants n'étaient pas là, mais c'était la préconisation. Ils s'amusaient en maternelle. Maintenant, ils sont en primaire. Ça devient sérieux. On n'est pas là pour s'amuser. On est là pour apprendre. Alors, je sais pas, peut-être que le mot s'amuser est peut-être un peu trop fort, mais moi, j'essaye de dire à mes enfants,
passe une bonne journée, apprend dans la joie, quoi. C'est ça. C'est Avoir envie d'apprendre. Avoir envie d'apprendre. Et ça, c'est clé, parce que de toute façon, on le voit dans l'apprentissage, la motivation, le pourquoi, et apprendre avec joie est clé pour bien apprendre. Bien sûr. Donc, c'est quelque chose sur lequel, pareil, je pense qu'il y a un énorme enjeu là en XXIe siècle de réenchanter l'école. J'adore ce mot. Réenchanter l'école. J'adore ce mot. Et juste avant qu'on démarre ce podcast, vous me disiez, vous me parliez en tout cas avec l'équipe, de cette école du dehors. Très, très scandinave, quelque part, dans la philosophie, au Danemark. J'avais une amie qui me disait, mais tous les enfants au Danemark sont dehors, même quand ils sont en poussette. Et on garde les enfants dehors, même quand il fait moins 12 degrés, et en totale confiance, pendant que nous, on prend notre café à l'intérieur du restaurant. Et derrière, par extension, les enfants apprennent à jouer dans la forêt, apprennent, même quand il pleut, à s'épanouir dehors. Là aussi, c'est une question de philosophie de l'école, quelque part. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Au Danemark, jusqu'au CM2, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'appréciation. D'appréciation, voilà. On est là pour apprendre un peu à vivre, à prendre confiance en soi, à résoudre des problèmes, à être coopératif. Donc voilà, c'est une philosophie totalement différente. Mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait être fait en France, parce que, comme je le dis, c'est tellement ancré chez nous. Les notes, l'excellence, la réussite, c'est culturel. Enfin, moi, j'ai travaillé pendant 14 ans à l'international. Tous mes collègues me disaient, mais pourquoi, quand les Français se présentent, ils disent quelle école ils ont fait ? Ça leur paraît... et nous, en fait, on met tout le monde dans des petites cases. Je dis souvent aux parents, si vous voulez développer les soft skills de vos enfants, la première chose que vous devez faire, c'est arrêter quand on vous dit « Alors, comment ça se passe à l'école, ton fils, ta fille ?» Votre enfant, bien souvent, est à côté et vous allez dire « Ah, il est bon en maths, mais un peu moins bon en français. Oh, l'histoire-géographie, c'est pas facile pour lui. » Et en fait, on est en train de catégoriser la valeur de nos enfants en fonction de matière. Alors que si vous dites « Oh, la résolution des problèmes, c'est vraiment son truc. Bon, il a un petit peu plus de mal dans l'analyse de texte. » Ben là, en fait, vous changez tout. Parce que vous êtes en train de parler de ses compétences humaines et pas des notes qui sont définies par une matière. Et là, il y a énormément de choses à faire dans la posture, mais pour ça nécessite de déconstruire énormément tous les biais inconscients qui ont été construits par la culture française depuis des siècles et des siècles. Chips, comme diraient les jeunes. Quelque part, tout ça, c'est préparer les enfants au monde de demain. Oui. Mais est-ce que ce monde de demain, il est désirable ? Il est désirable ? Ouais. Pour moi, c'est pas une question qu'il soit désirable ou pas. Il est comme ça et c'est un autre soft skill que je développe. C'est adaptabilité et résilience. Donc, qu'est-ce qu'elle est forte. Et donc, on est encore dans du soft skill. Dans mon livre, j'ai tout un chapitre sur la résilience face à ce monde qui va de plus en plus vite. Et c'est pareil, on ne peut pas passer à côté. Et il faut arrêter de dire que c'est... la mode et que c'est des mots à la mode. Non, c'est la réalité. C'est pas une mode. Si vous deviez écrire, Solène, une nouvelle devise républicaine adaptée à l'école de demain, ce serait quoi ? C'est pas que je suis présomptueuse, mais en fait, je trouve que le titre de mon livre, qui est « Préparez aujourd'hui vos enfants au monde de demain », c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Mais oui, il faut vraiment que l'école, au-delà de lire, écrire, compter, prépare les enfants au monde de demain.
Voilà de quoi terminer la première partie de cette interview. Merci beaucoup Solène. On va passer maintenant à une autre partie où les questions seront plus courtes et qui demandent donc des réponses plus courtes aussi, si vous voulez bien. Est-ce que vous êtes prête ? Oui, je suis prête. Votre plus grande fierté dans votre parcours, c'est quoi, Solène ? C'est à chaque fois m'être adapté, voire suradapté. C'est pas facile pourtant de se suradapter. Ouais, mais je pense que j'ai toujours... juste le fait de travailler à l'international, on s'adapte. Ouais. J'ai eu des équipes où on était 12 nationalités. Et voilà, on s'adapte. Après, j'ai été dans l'éducation avec énormément d'optimisme. Peut-être un peu moins après quelques années maintenant. Voilà, après 6 ans, je suis un petit peu moins optimiste, mais j'essaye de m'adapter en permanence. Diplôme ou expérience ? Expérience. Allez, ça c'était rapide, elle était sûre, convaincue. La qualité la plus importante pour réussir dans le domaine de l'éducation en France en tant qu'entrepreneur ? La ténacité. Là aussi, ça sortait du cœur. Ouais. Une chose que vous changeriez, non pas à l'école, mais dans l'enseignement supérieur ? Plus de pratique, en fait. Quand je repense à mes années en droit, on n'a pas une seule fois appris, par exemple, à plaider ou à parler en public. Jamais. Jamais. J'ai jamais eu un cours C'est pas vrai. en 4 années de droit sur parler en public ou plaider. Votre vision de l'éducation dans 20 ans, elle ressemble à quoi, Solène ? Pour moi, c'est une éducation où on peut picorer plein de choses différentes pour pouvoir apprendre plusieurs choses en même temps et dans laquelle on n'est pas enfermé dans des cases, des matières, des métiers. En fait, pour moi, c'est une école de l'ouverture. Le livre qui vous a inspiré ? Le livre, il y en a tellement, mais un de mes préférés, c'est Comment les enfants réussissent de Paul Taus, qui est un journaliste américain qui remet beaucoup de choses en perspective par rapport à la réussite. Une compétence que tout le monde devrait apprendre. Apprendre à apprendre. Boum. Le plus grand défi des jeunes aujourd'hui ? Le plus grand défi des jeunes, c'est je dirais de rester optimiste. Ouais, sacré défi, effectivement. Allez, 2 dernières questions, l'avant-dernière. Le prof ou la prof qui a changé votre vie ? J'en ai parlé dans mon discours. J'ai reçu le titre de chevalier de l'ordre national du mérite et j'ai parlé de Monsieur Bourg, mon prof d'histoire-géographie, qui, de manière très solennelle, le jour où Édith Cresson a été nommée Première ministre, nous a dit que c'est un jour historique. Et je pense que le fait qu'il le relève m'a fait dire que oui, même en tant que femme, je pouvais prendre des postes de direction. Si vous deviez passer le flambeau du micro de 20 sur 20 à 1 ou 2 personnes dans l'éducation, l'enseignement supérieur, à qui vous pensez ? Oh là là, il y a tellement de personnes. C'est vrai. Ouais, bien, cela dit. Il y a plein d'acteurs dans un monde qui a besoin aussi d'être renouvelé, de changement. En fait, on est beaucoup et c'est bien parce qu'en plus, on s'entraide énormément. Les compétences, les soft skills, pour moi, elles sont indispensables dans un monde tout numérique. Donc, il y a mon amie Amélia Matar qui développe l'éducation au numérique, au code, etc. Et pour moi, on est extrêmement complémentaires. Et puis, est-ce qu'il y aurait un deuxième Mais après, je vais donner un nom, mais qui est pas forcément vu dans l'éducation. Mais moi, je regarde beaucoup ce que fait Jérémy Lamry. Jérémy Lamry, en fait, c'était le fondateur du Labo DRH et il décortique les soft skills. Il a fait sa thèse sur les soft skills il y a plusieurs années. D'accord. Et lui, en fait, il essaye de montrer à quoi va ressembler le travail de demain, sans tomber dans ce que j'aime pas du tout, on va tous être remplacés par l'intelligence artificielle. Ouais. Et pour moi, on ne peut pas penser l'éducation si on ne regarde pas les compétences et à quoi va ressembler le travail de demain. Bien sûr.
Passionnant. Bon, on va les contacter de votre part, si ça vous dérange pas. Mais bien sûr. Merci, en tout cas, beaucoup, Solène Boquillon-Le Goisiou, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'était un vrai plaisir de vous interviewer. On vous Merci souhaite beaucoup. tout le meilleur. Merci. Pour la suite, beaucoup de courage aussi. On sent que c'est un peu compliqué là, dans le C'est dur. domaine de la tech. Et on sera là pour vous suivre, en tout cas, et vous revenez quand vous voulez. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Puis nous, on se dit à très vite dans un nouvel épisode de 20 sur 20.